Vous pensiez vraiment que j'allais vous laisser passer l'été sans vous fournir mon top 100 NBA actuel? Jamais de la vie. Alors même si je suis en retard par rapport à d'habitude, parce que cette année j'ai décidé de prendre des vacances, me voilà. Et là ouais, ce que vous noterez rapidement, c'est qu'il y a un changement. D'habitude, ce top 100 je le faisais sur Twitch. Là, il est directement sur YouTube, c'est pas les rediffs que je vous mets. Cette année, j'ai essayé de procéder autrement, en faisant quelque chose de plus monté, qui me paraît peut-être un petit peu plus digeste que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Après, il y a toujours des avantages et des inconvénients quand on teste de nouvelles choses, alors n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez justement dans les commentaires, c'est fait pour ça. Après, faut que je fasse attention parce que j'ai encore des choses à vous dire dans cette intro et lancé comme je suis, ça pourrait durer 1h30 avant qu'on commence. Alors ce qu'il faut retenir sur ce top 100, c'est que c'est le top 100 NBA à l'instant T, là maintenant, en août 2024. Et quand je dis le top 100, non, c'est mon top 100, celui que j'ai construit avec les critères que j'ai sélectionnés. Ici, l'âge, les salaires ou encore le potentiel des joueurs, tout ça ce sera pas pris en compte. Là l'idée c'est pas non plus de classer les joueurs en fonction de qui vient de faire la meilleure saison, ou va faire la meilleure saison, non, on va au-delà de ça. Ici en fait on va surtout parler de talent individuel, de polyvalence et surtout de la capacité à faire gagner son équipe tout de suite. C'est ça le but au basket. Petit disclaimer nécessaire aussi, et je l'ai déjà abordé plus tôt, ici c'est mon top 100, c'est celui que j'ai construit, c'est hyper subjectif, on aura forcément des tops différents, on aura des désaccords, et là-dessus il n'y a pas péril en la demeure. Le contraire serait inquiétant même, et c'est plutôt cool, ça va permettre de débattre et de construire des avis dans les commentaires, j'ai plutôt hâte de vous lire. Enfin, hâte de vous lire, oui, à condition que tout le monde se rende compte que personne ne détient dans ce genre de truc la vérité absolue. Personne n'est un gourou ici, personne ne peut rendre le subjectif objectif, alors même si c'est toujours un plaisir de vous voir argumenter, faites preuve d'un minimum d'ouverture, s'il vous plaît. Maintenant tranquille, j'abuse, il y a 99% des commentaires l'année dernière qui restaient bienveillants et intéressants, c'est bien pour ça que je continue ce projet, j'adore faire ça. Et justement ce projet, j'ai hâte de vous le présenter, alors on arrête enfin avec cette intro, qui sont les joueurs qui se classent de la place 100 à la place 86 dans mon top 100 NBA actuel. Allez, cette année, je commence direct, pas de mention, et pour ouvrir le bal, avec la place 100, on commence les hostilités avec Brook Lopez. Je sais que ça va surprendre pas mal d'entre vous de le voir classé si bas, et de le voir surtout perdre 47 places par rapport à l'année dernière, ce chiffre est énorme. Voilà pourquoi je vous dois des informations détaillées. Pour ça, je vais commencer par le positif, s'il n'y en avait pas, Lopez ne serait pas dans mon top. Il est un pivot toujours capable de peser, offensivement, notamment grâce à son adresse de loin, mais surtout défensivement, avec sa protection de cercle élite. On rappelle l'an dernier quand même qu'il a fini deuxième au classement du défenseur de l'année. Avec ses placements intelligents des deux côtés du terrain, Lopez est un joueur très utile à Milwaukee à côté d'Giannis, notamment en raison du spacing que son adresse provoque, mais aussi grâce à sa faculté à agir en deuxième lame pour poser en moyenne plus de 2 contres par rencontre. Maintenant, à côté de ça, il est un joueur de déjà 36 ans, et forcément, quand tu mixes cet âge-là et un poids de quasiment 130 kg, c'est normal de voir son niveau de jeu régresser. Son manque de mobilité commence à être problématique, et malgré sa super faculté à mettre des contres, je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pour être honnête, j'ai un peu de mal à le considérer encore comme un défenseur élite. Aujourd'hui, pour moi, il est davantage un bon role player qu'un joueur essentiel d'une équipe qui veut le titre. Et en vrai, je trouve qu'avec tous ces jeunes talents qui explosent au poste de pivot et que vous découvrirez peut-être plus tard dans mon top, j'ai l'impression que Brook Lopez a du mal à tenir la cadence. Pas grave, une place numéro 100 à 36 ans, même avec une énorme chute de 47 places, ça reste du très lourd pour Brook. Allez, on poursuit stop avec la place 99 et maintenant Immanuel Quickley, un nouvel entrant. Enfin, il était là il y a 2 ans, mais il n'était plus là l'année dernière, donc il fait son retour dans ce top 100. Mais là, après un transfert en milieu de saison de New York à Toronto, j'ai aimé que Quickley puisse trouver l'opportunité de briller davantage. Libéré de l'ombre de Jalen Brunson et du système rigide de Tom Thibodeau, il a rapidement pu montrer son talent dans le Canada, avec un rôle plus proéminent. Depuis son arrivée chez les Raptors, l'arrière a été titulaire à tous les matchs et tourne à près de 19 points et 7 passes, avec des pourcentages tout à fait corrects. Et puis ce qui le rend spécial à Quickley, c'est son côté dynamiteur. Très vif et très bon dribbleur, il n'a aucun problème à créer son propre tir, que ce soit en s'arrêtant net pour un pull-up ou alors en attaquant le panier. De plus, même s'il n'est pas non plus un expert, j'aime qu'il soit toujours actif dans sa défense sur le porteur. Mais surtout, ce que j'ai aimé cette année à Toronto, c'est qu'il a montré qu'il n'était pas qu'un scoreur. Avec les décalages qu'il crée, il a appris, à maintenant 25 ans, à largement utiliser sa gravité pour jouer pour ses coéquipiers. C'est très appréciable. En définitive, Quickley n'est peut-être pas encore une star établie, mais son talent et sa détermination font de lui un joueur à suivre de près. Sa montée en puissance cette saison est la preuve qu'il peut répondre aux attentes et s'imposer comme un atout majeur pour pas mal d'équipes. Pas besoin d'en faire beaucoup plus, c'est pour toutes ces raisons qu'à mon sens, il mérite cette entrée et cette place 99 dans mon top 100.
Passons maintenant à la place 98 où cette fois-ci nous retrouvons Trey Murphy III, un autre nouvel entrant et je suis bien content de parler de lui cette année. Murphy, pour ceux qui le connaissent mal, c'est un pur 3&D, c'est-à-dire qu'il est capable à la fois de tirer de loin et de défendre efficacement. Dans la NBA moderne, c'est un rôle crucial et ce genre de qualité est toujours très recherché. Et ça tombe bien, car défendre et mettre des shoots, Trey Murphy le fait super bien. Ouais, c'est pas Trey Murphy III, c'est Trey Murphy the 3-pointer. Et en défense, je le trouve tellement bon sur l'homme, du coup en vrai, je me dis que parler de 3&D, c'est limite limitant pour lui. Il est aussi un joueur très athlétique, ce qui le distingue de pas mal d'autres 3&D. Il a un bon jump, il court, il apporte des solutions, c'est un joueur, ça doit être super agréable de jouer avec lui quand t'es meneur. Qu'il soit titulaire ou utilisé en sortie de banc, comme ça a été le cas la majeure partie de la saison, il arrive à peser. À seulement 24 ans, je trouve qu'il est déjà un team player d'excellence. Je trouve donc que tout ça, c'est quand même de bonnes raisons pour le faire apparaître dans mon top 100 à la place 98. Attention aux blessures quand même, parce que pour moi, c'est la seule raison qui pourrait peut-être limiter son potentiel un tant soit peu dans le futur. Allez, maintenant, on passe à Nic Claxton qui se retrouve à la place 97 de mon top 100 NBA actuel. Une chute de 17 places pour lui. Perdre 17 places, c'est pas non plus une grosse dégringolade, mais c'est quand même conséquent. Et pour ça, j'ai mes raisons, que je vais expliquer évidemment. Pourtant, voilà, avec Claxton, on parle quand même d'un joueur qui tourne en presque double-double, qui est d'une efficacité ultime proche du cercle, et qui surtout est un défenseur très polyvalent. Très mobile, malgré sa taille de 2m11, il est capable de switcher sur au moins 3 postes, ce qui fait de lui un atout défensif indéniable pour Brooklyn. Que ce soit pour protéger le cercle ou pour contenir les attaquants adverses en 1 contre 1, il est très bon avec ses longs bras et ses grosses qualités athlétiques. Tout ça, ça fait que oui, évidemment, déjà, je lui trouve une place dans mon top 100. Le souci, c'est qu'à côté de ça, en attaque, il reste quand même très limité. Quelques lobes sur pick and roll, un peu de transition, et c'est à peu près tout. Il a beau être un joueur qui connaît ses forces, j'aimerais qu'il essaye de sortir davantage de sa zone de confort. Alors qu'il avait un boulevard devant lui, voir que dans une équipe des Nets moins compétitive, il a fait moins bien offensivement que l'an dernier, ça me dérange. Maintenant, dans un rôle de rim runner, il reste un pivot très utile, mais ses limites offensives que je trouve de plus en plus présentes m'empêchent de le classer aussi haut que l'an dernier. Cette année, il a montré qu'à 25 ans, il était un joueur toujours hyper brut, et finalement, une place 97 pour lui, je me dis c'est pas si mal. Allez, maintenant on se retrouve avec la place 96 et Bogdan Bogdanovic, encore un nouvel entrant, et je vous cache pas, ça me fait bizarre un petit peu de pas avoir parlé de lui les années d'avant. À chaque fois il a échoué à la limite. Mais là on va quand même dire les termes, malgré des résultats en dents de scie avec les Hawks, Bogdanovic ça fait quand même plusieurs années qu'il nous montre qu'il est un joueur de qualité. Déjà, en tournant à 17 points par match, il sort de sa meilleure saison en carrière, au scoring. Ajoutons à ça ses moyennes supérieures à 3 rebonds et 3 passes et on comprend pourquoi il a terminé 5ème dans la course au 6ème homme de l'année. Sa facilité à marquer à 3 points ou en mid-range, avec une grosse adresse, fait de lui une menace offensive constante. Sa capacité à prendre des shoots rapidement lui permet de se créer de bonnes occasions, même face à des défenseurs plus athlétiques. Bogdanovic, c'est pas juste un shooter, c'est un scoreur super complet, un attaquant super complet, qui peut se créer des opportunités pour lui, mais aussi pour ses coéquipiers. Maintenant, c'est sûr, la défense, c'est pas sa tasse de thé, mais bon, il a quand même tourné à plus d'une interception par match cette saison. Ça montre qu'il se donne un minimum de ce côté-là du terrain. Ce qui est regrettable à côté de ça, c'est que Bogdanovic a été emporté dans la mauvaise spirale des Hawks ces dernières années. Au vu des difficultés de sa team, il n'a pas eu l'opportunité de montrer son potentiel en playoff, là où sa clutchitude fait le plus de bien. Maintenant, Bogdanovic a beau être un super scoreur en sortie de banc, ses limites défensives l'empêchent tout de même d'être un titulaire vraiment solide dans une équipe contender. N'empêche que j'aimerais bien voir ce que ça peut donner un attaquant de cette qualité sur le banc d'une équipe vraiment ambitieuse, qui joue vraiment le titre. Alors en attendant de voir si ça arrive un jour en NBA, je me dis qu'une place 96 est plutôt cohérente pour le Serbe. On poursuit avec la place 95 de mon top 100 avec maintenant Daniel Gafford, un autre nouveau venu. Gafford, c'est un joueur qui a fait un bond impressionnant cette saison, passant des situations difficiles connues à Chicago et Washington à un vrai rôle clé chez les Mavericks, finaliste NBA cette année. Notons que j'étais à 2 doigts de mettre Derek Lively, son coéquipier, à quelques places de lui dans le top, mais finalement il n'a pas fait le cut. Et je trouve que si on compare les deux, l'expérience de Gafford a quand même fait la diff en playoff par rapport au rookie, au moins cette année. Et donc ouais, pour revenir à Gafford, il est une force près du panier. En tournant à plus de 72% de réussite, il est juste le joueur le plus efficace de toute la ligue sur ses tirs tentés. Tout ça, c'est en grande partie grâce à ses qualités athlétiques et ses mains sûres qui lui permettent de capter des passes hautes et de les convertir en points faciles. Ajoutons à ça que de l'autre côté du terrain, il protège le cercle avec talent, avec plus de 2 contres par match en moins de 25 minutes de jeu, et je trouve que ça en fait des arguments pour lui. Maintenant, on ne va pas le cacher, sa progression et son entrée dans le top sont aussi dues à son environnement, ou en tout cas celui qu'il a su trouver à Dallas. Évoluer aux côtés de playmakers élites comme Luka Doncic et Kyrie Irving a été un vrai coup de boost pour
pour sa carrière. Leur capacité à attirer les défenses et à distribuer les ballons dans de bonnes dispositions à Gafford lui ont permis de maximiser ses forces afin d'éviter de devoir créer son propre tir. Et dans ce rôle, malgré sa palette offensive limitée, il a juste excellé sous le maillot des Mavs. Et vu qu'il a fait ça parfaitement, en s'adaptant super bien dans une équipe qui cette saison jouait le titre, je me dis que ouais, une place 95 pour le pivot c'est bien mérité. On enchaîne maintenant avec la place numéro 94 et encore un nouveau visage dans mon top en la personne de Herb Jones des Pelicans. Là je vais commencer par sa défense parce que c'est clairement là que le joueur brille le plus. Ses longs bras, ses pieds rapides et ses bons instincts font de lui l'un des défenseurs extérieurs les plus impactants de la NBA d'aujourd'hui. Si ses chiffres au contre et aux interceptions ne suffisent pas à eux seuls pour justifier ce statut, ils viennent en tout cas largement témoigner de son activité de ce côté-là du terrain. On parle quand même d'un mec qui a été élu en All Defensive First Team cette saison et qui a fini 5ème dans le classement du Depoy. Et tout ça c'est mérité, rien que par sa capacité à switcher sur quasiment tous les postes qui est complètement folle. Mais ne pensez pas que Jones est juste un spécialiste défensif. Offensivement, je trouve qu'il a fait un bond en avant impressionnant aussi cette saison. À la base, je le considérais surtout comme un slasher athlétique, mais depuis, il a ajouté une nouvelle corde à son arc, le tir à 3 points. Avec une adresse proche de 42% cette saison, il est devenu un véritable floor spacer, un rôle crucial pour ces Pelicans qui ont besoin de beaucoup de spacing pour leur star. C'est simple, il est passé du statut de joueur que les défenses ignoraient à celui de véritable sniper. Puis à côté de ça, Herb Jones, c'est un joueur d'équipe par excellence, toujours prêt à se sacrifier pour le collectif, à plonger sur les ballons perdus et à faire les petites choses qui ne se voient pas forcément dans les stats. Son envie et sa motivation peuvent porter n'importe quelle équipe vers le haut, et les Pelicans sont définitivement bien meilleurs lorsqu'il est sur le parquet. Après, à 25 ans, il a encore des progrès à faire, c'est sûr, notamment d'un point de vue offensif, mais maintenant qu'il a obtenu le 3 du 3&D, je me dis qu'il mérite bien une belle entrée dans mon top 100. Maintenant, Russell Westbrook dans mon top 100. Et ouais, déjà, place 93, une chute de 34 places par rapport à l'année dernière, une descente vertigineuse. Alors on va commencer par ce qu'il reste de positif chez Westbrook, parce qu'il y en a quand même beaucoup de bons à dire. Même à 35 ans, sa principale force reste de mettre un max d'énergie sur le terrain. Son passage récent avec les Clippers a montré qu'il peut encore être un atout précieux en sortie de banc. En tournant à plus de 11 points, 5 rebonds et 4 passes, il remplit toujours beaucoup de colonnes statistiques. Sa mentalité de vétéran et son leadership sont également des atouts non négligeables, je trouve. Et ce sera d'autant plus important et primordial dans une équipe comme Denver, dans laquelle il arrive, et qui va jouer le titre. Mais voilà, on ne peut pas non plus totalement ignorer les raisons qui expliquent sa chute dans le classement. Si Westbrook a été échangé plusieurs fois ces dernières années, c'est que nulle part où il va, on ne le considère comme un joueur essentiel. Son rôle attendu de backup à Denver montre que ses années de gloire en tant que MVP paraissent bien loin aujourd'hui en 2024. En attaque, même s'il reste capable de scorer, ses pourcentages de réussite, notamment à 3 points, et ses pertes de balles fréquentes, montrent des limites claires dans son jeu. Son rôle de dynamiteur de la seconde unit est utile, mais Rust n'a plus l'impact qu'il pouvait avoir plus tôt dans sa carrière. Son efficacité offensive diminue et son incapacité à se réinventer dans un rôle de shooter, comme le font certains vétérans qui voient leur physique régresser, le pénalise clairement aujourd'hui. Ça a été plus que compliqué pour lui en playoff cette année, rappelez-vous. En résumé, oui, Russell Westbrook mérite toujours une place dans ce top, grâce à son rôle de vétéran, son expérience et son énergie. C'est déjà top tout ça. Ceci dit, à maintenant 36 ans, il devient aujourd'hui compliqué de l'imaginer beaucoup plus haut que cette 93e place. Passons maintenant à la place 92 où nous retrouvons Donte DiVincenzo. Lui aussi fait son entrée dans mon top par rapport à l'an dernier, une belle perf encore, et je vais vous expliquer mes raisons. Et là bon déjà, si vous avez suivi la saison et les playoffs, vous savez à quel point il a été bon sous le maillot des Knicks. Ses statistiques parlent d'elles-mêmes, plus de 15 points par match avec des pourcentages excellentissimes, notamment à 3 points, distance à laquelle il tourne à un exceptionnel 40% de réussite. Encore une fois, vous connaissez, le spacing qu'apporte son adresse est vraiment primordial pour sa team. Mais le jeu de DiVincenzo, c'est pas juste créer des espaces, son éventail est bien plus large que ça. Offensivement, il est capable de créer son shoot grâce à une bonne faculté de dribble qui lui permet de créer la séparation avec ses vis-à-vis, pour trouver des angles de tir favorables. Puis en défense, il est un véritable poison pour ses adversaires. Toujours actif, il se bat sur chaque ballon, il en vole beaucoup et n'hésite pas à plonger au sol quand il est temps d'aller au charbon. Cette combativité et cette énergie sont des qualités que tout entraîneur, et particulièrement Tom Thibodeau, apprécie énormément. Et puis, vous avez vu les playoffs qu'il a fait, le boug, le mec, tu sais très bien que dans les matchs importants ou les moments clutch, tu vas pouvoir compter sur lui. Tout ça, je pense, ça suffit pour justifier cette belle entrée dans mon top à la place 92. Et allez, on continue avec la place 91 avec encore un nouvel entrant, Jonathan Kuminga. Kuminga a seulement 21 ans et pour sa 3e saison en NBA a enfin fait ce que j'attendais de sa part au moment de sa draft. 16 points et 5 rebonds par match à 53% au tir, on commence à parler français là. Ok, il n'est toujours pas un shooter extérieur fiable, mais offensivement, il a fait de très gros progrès. Initialement considéré comme un pur slasher sans véritable menace extérieure,
extérieur, l'ailier a peu à peu développé une capacité solide à scorer en mid-range, y compris en sortie de dribble. Cette évolution, qui vient se coupler à ses bonnes coupes, vient confirmer qu'à terme, oui, il est un joueur qui pourrait bien s'approcher du niveau All-Star. Je dis pas tout de suite, hein, je parle à terme, d'ici quelques années, quand il aura fini d'atteindre son potentiel. Il n'a que 21 ans, je le rappelle. Et vu qu'on ne parle pas de potentiel aujourd'hui, mais seulement du présent, ce que je vais retenir, c'est que de joueur de rotation, pour les Warriors, il est devenu aujourd'hui un joueur clé. J'ai pas peur de dire que la saison passée, à Golden State, seul Stephen Curry a mieux joué que lui. Va falloir confirmer tout ça pour la suite maintenant, mais c'est prometteur. Ce que je note en tout cas, c'est qu'avec ses grosses qualités athlétiques, sa puissance pour attaquer le cercle et sa très bonne finition, il a pu offrir une option différente à Steve Kerr, dans une équipe où beaucoup d'éléments s'appuient majoritairement sur le shoot extérieur. Kerr a fini par lui faire confiance et Kuminga a su prendre ses responsabilités de la bonne façon. Pour moi, ça mérite une belle entrée dans mon top 100, à la place 91 pour l'ailier des Warriors. Let's go pour la place 90 maintenant, avec Josh Giddey. Lui, ça a été un peu compliqué pour lui dernièrement en NBA. Avec des statistiques de 12 points, 6 rebonds et 5 passes, ses chiffres restent solides, mais j'ai l'impression qu'ils ne traduisent pas l'impact qu'il avait vraiment les saisons précédentes. Sa capacité à jouer un basket intelligent et créatif est indéniable, surtout en tant que passeur, où je le trouve phénoménal. Mais globalement, il a connu une baisse d'efficacité plus que notable, notamment en playoff, où il a même perdu son spot de titulaire. Ça peut être inquiétant, mais après, ce qui fait de Giddey un joueur à part, c'est son flair, sa vision de jeu. Très polyvalent, balle en main, il donne l'impression de voir les choses avant les autres, et c'est une vraie force. Cependant, des erreurs, des pertes de balles et une irrégularité problématique à longue distance viennent assombrir le décor. Puis en playoff, je ne vais pas mentir, je l'ai trouvé fragile un peu. Je suis pas sûr de vraiment pouvoir compter sur lui quand ça compte. Maintenant, il n'a que 21 ans et il a le temps encore pour travailler sur ses points. Sauf que cette saison a soulevé pas mal de doutes en moi le concernant. Et même si j'ai encore du mal à imaginer sa marge de progression, aujourd'hui, ce dont je suis sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, au vu de son manque de fiabilité, en tout cas selon moi, il mérite difficilement mieux qu'une place 90. Parlons de Josh Hart maintenant, un autre joueur d'Enix, un autre joueur issu de la Villanova Connection, et je suis bien content lui aussi de parler de lui aujourd'hui. Si on regarde ses stats, il y a un peu de tout, mais ça ne fait pas rêver. 9 points, 8 rebonds, 4 passes, des pourcentages moyens, vraiment rien de transcendant. En tout cas, rien qui explique une place 89. Mais là encore, c'est parce que les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire. Ce qui rend Hart spécial, c'est sa capacité à exceller dans les détails du jeu. Malgré son mètre 93, il est un expert au rebond des deux côtés du terrain. Son énergie et son intensité en défense sont contagieuses et il est toujours là pour faire le petit truc qui peut changer une action. Que ce soit pour plonger sur un ballon perdu, récupérer un rebond offensif crucial ou encore couper au bon moment, Hart sait lire le jeu comme peu d'autres le font en NBA. Et puis sa polyvalence également, c'est une grande force, on va pas se mentir. Capable de créer pour ses coéquipiers, de marquer en pénétrant ou en tirant à 3 points, il est un joueur complet qui s'adapte à tous les besoins de son équipe. Il suffit de jeter un œil à ses playoffs pour s'en rendre compte. Si Thibodeau a eu souvent autant de mal à le sortir du terrain, ce n'est pas un hasard. Hart ne force pas ses tirs, il fait circuler le ballon, il agit en team player et son instinct pour les bonnes décisions en fait un joueur hyper précieux dans les money time. Après, il reste un role player qui met moins de 10 points par match, donc difficile de l'imaginer beaucoup plus haut dans ce top. Par contre, le voir à la place 89 aujourd'hui montre que pour les Knicks, même en scorant peu, Josh Hart reste un joueur super utile pour sa team. Allez, go à la place 88 maintenant avec Draymond Green qui connaît une immense chute par rapport à l'an dernier, moins 46 places. Est-ce que je l'avais surévalué l'an passé? Peut-être bien, mais mine de rien, il y a quand même du très positif à retenir de la part de Draymond Green, sinon il n'apparaîtrait pas dans ce top, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher en amont. On le sait, même en vieillissant, à 34 ans, il reste l'un des défenseurs les plus durs et les plus intelligents en NBA. Il peut être actif sur le porteur, utile loin du ballon, il communique, il a la capacité de switcher, il lit bien le jeu, peu de joueurs peuvent se vanter d'avoir cette polyvalence défensive dans la grande ligue. Et même en attaque, il a un rôle, ce n'est pas juste un défenseur. Là aussi, il utilise parfaitement ses bonnes lectures et ses qualités de passe pour trouver le shooter démarqué. Très bon joueur de système, avec un QI basket au-dessus de la moyenne, il est tout à fait en capacité d'avoir un rôle essentiel pour orchestrer une attaque. Parlez-en à Stephen Curry. Ça, c'est un joueur que Draymond Green est toujours plus ou moins capable d'être à 34 ans. Alors qu'est-ce qui explique une chute aussi violente pour lui? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, au vu de son attitude et de ses comportements qui avec l'âge deviennent de plus en plus imprévisibles, mais aussi de plus en plus problématique, je trouve, je ne sais pas vraiment si je pourrais compter sur lui dans un match important. Va-t-il apporter son expérience et son QI basket précieux, ou alors sa toxicité, qui par définition sera néfaste? C'est un peu pile ou face avec lui, et ça me fait un peu flipper, ce côté impulsif. Et vu qu'à côté de ça, il n'est plus non plus le joueur qu'il était auparavant sur le terrain, je trouve ça difficilement excusable maintenant. Alors oui, moins 46 places, ça peut paraître violent, mais s'il ne montre pas de bien meilleures choses l'an prochain sur son comportement et sur son jeu, c'est peut-être la dernière fois qu'il est mentionné dans l'un de mes top 100.
87e place maintenant, et encore une fois, elle est destinée à un nouvel entrant, Rui Hachimura. On critique souvent les choix du management des Lakers ces dernières années, et il y a de quoi. Sauf que lui, avoir réussi à le faire venir il y a quasiment 1 an et demi contre 3 francs et 6 sous, je trouve que c'est un coup de maître pour Pelinka. Maintenant, Hachimura, jamais j'en ferai le patron de mon équipe, et parfois, j'ai des doutes concernant son QI basket et sa prise de décision. Cependant, il possède une longueur et des qualités athlétiques qui lui permettent à la fois d'être très efficace en 1 contre 1, mais aussi de faire preuve d'une polyvalence défensive réelle. Le problème avec lui, ça reste encore et toujours sa régularité, et le fait que lié à ça, en playoff cette année, il n'ait quasiment pas existé. Ce qu'il lui faut en fait à Hachimura, c'est sûrement plus d'agressivité et plus de mordant. Je pense que c'est ça qui lui permettra de gagner en constance. Maintenant, je ne vais pas faire la fine bouche, parce qu'en tournant à 13 points et 5 rebonds par match, il sort probablement à 26 ans de sa meilleure saison en carrière. L'an dernier, il avait échoué aux portes de mon top 100, et je pense que cette saison, il a fait ce qu'il fallait pour mériter de l'intégrer. Et pourtant, même si une nouvelle entrée et une place 87, ça peut paraître très bien, pour Rui Hachimura, le concernant, je ne peux pas m'empêcher d'être un tout petit peu frustré. Bien sûr, c'est toujours un super coup pour les Lakers d'avoir réussi à le faire venir contre Chris Dunn et des seconds tours de draft, mais je me dis quand même qu'avec un autre mental, il pourrait viser beaucoup plus haut encore que cette place 87. Et allez, pour en finir aujourd'hui, avec la place 86, voici Jaden McDaniels. Encore et toujours un nouvel entrant, qui lui aussi présente de très beaux arguments pour intégrer Stop. Alors commençons à lui aussi par ce qui fait sa plus grosse force, la défense. On parle d'un mec qui vient d'être élu dans la defensive second team en NBA, ce n'est pas rien. McDaniels possède une longueur, une rapidité et une taille exceptionnelle, ainsi qu'une ténacité qui le rendent capable de défendre aussi bien sur les arrières que sur les ailiers adverses. Sa défense sur Devin Booker lors du premier tour des playoffs a été tout simplement phénoménale cette année. Il a été l'un des éléments clés de son équipe, ce qui a permis aux Timberwolves de se hisser jusqu'en finale de conférence Ouest, après avoir éliminé Suns puis Nuggets, champions en titre, ce n'est pas rien. Le rôle que McDaniels a eu dans cette série a été super intéressant, et bien qu'il ait encore des progrès à faire en attaque, je trouve qu'il a déjà montré des choses prometteuses de ce côté-là du terrain. 10 points en moyenne par match en saison, j'avoue, c'est pas fou, mais ce que je retiens, c'est que quand ça a compté, en playoff, il a su augmenter ses chiffres et ses pourcentages pour finir sa campagne à plus de 12 points par match, à 43% de réussite à 3 points. C'est très propre. On l'a déjà répété plusieurs fois dans cette vidéo, les mecs qui sont adroits à 3 points et qui en contrepartie défendent comme des morts de faim, c'est une denrée rare en NBA, une denrée recherchée. McDaniels, au vu de ce qu'on a vu dernièrement, correspond exactement à ce moule, j'ai l'impression, s'il arrive à garder ce niveau, au moins au shoot extérieur. Alors même si son jeu offensif est limité, je trouve qu'avoir réussi à sublimer ce rôle dans une équipe aussi compétitive que les Wolves, ça mérite bien une place 86 de mon top 100. Vous en pensez quoi, vous? Alors en attendant de lire vos avis dans les commentaires, quoi qu'il arrive, je vous donne tous rendez-vous dès la semaine prochaine pour dévoiler les 15 prochaines places de mon top 100 NBA actuel en 2024.